Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je serai accompagné par Meeker Guerrier. En compagnie de Meeker, bien sûr, on va faire un tour sur la deuxième semaine d'activité de la NFL. Le portrait des séries là, commence vraiment à se dessiner puisqu'il ne reste plus que 2 semaines à la saison régulière. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin d'y aller de ses conseils fantasy football, étant donné que c'est la semaine des finales au Fantasy Football. J'espère que vous avez suivi nos conseils. On vous avait fortement conseillé de faire jouer Dak Prescott la semaine dernière. Alors, on espère que ça vous a permis d'accéder à la finale dans votre ligue. Alors, mais tout d'abord, on va accueillir Meeker et parler de la NFL, de cette saison qui est bizarre, Meeker, là, en raison des nombreux cas de COVID. Il y a 17 matchs, on n'est pas vraiment habitué à ça. Là, le résultat de tout ça, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs équipes qui sont toujours dans la course aux éliminatoires. Je ne me souviens pas d'une saison à ce temps-ci de l'année où il y avait toujours autant d'équipes qui étaient en vie. Je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce qu'il y a de mauvaises équipes qui, dans ma tête, sont éliminées depuis un mois. Là, lorsque je regarde le classement, je suis comme, là, s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils vont participer aux Ouais. éliminatoires. Je ne sais pas, Didier, ça dépend. Comment est-ce qu'on regarde ça? Est-ce qu'on en parle en tant que partisan de la NFL puis partisan de football, ou on en parle, pardon, excuse-moi, du point de vue des propriétaires puis du point de vue de Roger Goodell? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Le rêve de Roger Goodell, c'est que toutes les équipes finissent avec un dossier de 9 et 8 ou 8 et 9 ou à peu près. Puis Ouais, le rêve vu qu'il y des a plus fans de de la 8 et 8, NFL, là. c'est ça, tu sais, c'est qu'on soit tout le temps un peu proche, puis que toutes les équipes, justement, aient une chance. Puis ça, c'est une chose dans le sport professionnel que tous les propriétaires, les commissaires veulent la parité, mais comme partisan, tu veux un peu savoir à quoi t'en tenir, mais honnêtement, moi, je suis un peu déchiré parce que oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais d'un autre côté, c'est excitant parce que là, tous les matchs comptent, mais les cas de COVID, pour moi, ça gâche un petit peu la sauce, là, parce que tu as des équipes qui jouent vraiment, qui sont décimées, d'autres équipes qui ont leurs joueurs partants, même s'ils sont moins bons. Mais fait, je suis un peu déchiré, je t'avoue, avec cette saison, là. Ouais, la COVID vient vraiment brouiller les cartes. Là. On l'a vu lundi soir. On enregistre le podcast mardi en fin de matinée. Et lundi soir, les Dolphins de Miami croisaient le fer avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, puis les pauvres Saints, là, complètement décimés par la COVID. Leurs 3 secondaires de ligne, partant, n'étaient pas là. En fait, laisse faire les secondaires de ligne. Leurs 3 premiers carrières étaient sur la liste de la COVID. Le pauvre Ian Book, qui effectue le premier départ Ouais. de sa carrière recrue. Première Ah, séquence, pauvre gars. interception retournée pour un toucher. Le match était déjà fini essentiellement. Écoute, c'est quoi la rumeur qu'on aurait appelé Drew Brees? Sean Payton aurait appelé Drew Brees pour lui demander est-ce qu'il voulait revenir, puis il aurait répondu avec une photo de lui pieds nus sur un terrain de golf à Hawaii. C'est une rumeur, mais moi, je l'aime l'histoire, Ouais, l'image c'est il y a est quelques bonne. semaines de ça. Ouais. L'image est bonne, tu sais, pour montrer que, on est vraiment mal pris, puis ça va vraiment très mal. Puis je trouve ça dommage. Puis, tu sais, on parle de la NFL aujourd'hui, mais toutes les ligues sont prises avec ce problème-là en ce moment. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à jouer pour une question Ouais. de contrat de télé? Mais tu sais, qu'est-ce que la saison veut dire? Si je ramène ça juste du point de vue football, au moins, comme je dis, il y a un enjeu. Ça, c'est l'important. Tu regardes le match, tu sais qu'il y a un enjeu. Ça, au moins, ça nous donne ça pour les dernières semaines, mais c'est un peu triste à voir, un Ouais. peu dommage, mais en même temps, tout le monde est dans le même bateau. Ben, c'est que ça vient ruiner un peu la fin de la saison parce que là, tu as des équipes, tu as plusieurs équipes, comme on vient de dire, qui sont toujours dans la course pour une place en éliminatoire. Regarde-moi les Saints, là. Ce match-là, ils auraient peut-être pu le gagner Ouais. s'ils avaient pu miser sur tout leur effectif. Là, puis même pour la NFL, ça donne pas un beau spectacle. Un match du lundi soir, c'était Non. pas beau à voir. La même chose dimanche soir, lorsque les Cowboys ont écrasé Washington. Écoute, Washington avait des joueurs réservistes, des joueurs qui font partie de l'équipe d'entraînement, soudainement se retrouvent avec beaucoup de temps de jeu. C'est juste, ça vient gâcher la fin de la saison régulière, je Ouais, trouve. mais en même temps, tu sais, je regarde ça, excuse-moi, puis je me demande, tu sais, des fois, tu as des situations comme ça où des joueurs vont rentrer, vont faire quelque chose d'extraordinaire, vont se patenter entre guillemets une carrière. Ils vont avoir une carrière à cause de ça, que ce soit comme réservé tranquillement. Ils vont faire une place comme partant. Ça, c'est l'histoire hollywoodienne. Dans les faits, il y a beaucoup plus de joueurs qui arrivent dans ces situations-là qui ne réussissent pas. Tu sais, comme hier, Book, je veux dire, tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, imagine qu'il réussit à faire le minimum, il réussit à faire gagner les Saints, sa carrière, sa vie pourrait changer.
Puis on pourrait peut-être avoir dans 20 ans un film comme celui sur Kurt Warner, tu sais. Kurt Warner, ouais. Mais dans Mais la c'est une vraie vie, situation impossible. ben c'est Parce ça, que dans la même vraie pour. vie, ça arrive pas. C'est ça qui est plate. Ça arrive pas, ça arrive jamais, tu sais. Non, mais c'est ça. Puis en plus, c'est pas juste Book. C'est que là, les Saints étaient privés de leurs 2 bloqueurs partants au niveau de la ligne à l'attaque. Tu sais, puis là, tu l'as vu, le résultat était victime de 8 sacs du Ah quart. ben oui. Écoute, c'était vraiment pas bon à voir là, face à la défense des Dolphins qui joue bien. Ouais. Mais écoute, là, on veut pas partir ça sur une note négative, on vient de le faire. Tu sais, mais on va Non, mais il faut parler en des parler, rencontres. tu sais. On va parler, ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de notre quotidien là, déjà depuis près de 2 ans. Mais écoute, on va parler des rencontres parce que bon, le week-end, il y avait des matchs qui étaient présentés samedi également. Les 49ers de San Francisco ont perdu 20-17 contre les Titans du Tennessee. C'est un match que les Niners auraient dû gagner. Ils auraient même dû prendre une avance au moins 21-0 Ouais. en première demi. Jimmy Garoppolo a été victime de 2 interceptions, 2 très mauvaises interceptions. Mais lundi, on a appris qu'en plus de ça, il est blessé à un pouce. Alors, il pourrait rater la fin de la saison régulière, ce qui veut dire que le souhait de certains partisans sera possiblement exaucé. Trey Lance, qui va obtenir un départ, il en avait obtenu un plus tôt cette saison, ça avait mal été. Pour moi, Trey Lance, il n'est pas encore prêt à être un carrière partant dans la NFL. J'ai même des doutes si éventuellement il va le devenir. Euh, mais écoute, 49ers, Titan, ça, c'est une défaite qui peut venir hanter les Niners dans 2 semaines s'ils ratent les éliminatoires. Et du côté des Titans du Tennessee, ça a vraiment été impressionnant parce qu'on est décimé par les blessés. Et puis là, tout ce qu'on avait à position de receveur à peu près, c'était A.J. Brown. Et il a été incroyable, en particulier lors de la deuxième demi. Oui, ben c'est ça qui est extraordinaire. Tu regardes les matchs de la NFL, tu regardes en particulier celui-là avec San Francisco, tu as des matchs que tu ne peux pas perdre. Puis tout est dans la manière. Tu sais, on va s'en parler tantôt dans les autres matchs. Tu peux avoir le même résultat, les mêmes statistiques, le même genre de match, mais tout est dans la manière que tu le fais. Puis les 49ers, Mhm. comme tu le dis, on aurait pu prendre dès le départ une avance de 21-0, puis ça n'a pas été le cas. Interception, également un botté au lieu d'y aller pour un toucher. Et ça, pour moi, ça fait mal aux 49ers. Puis c'est ça qu'on reproche à Jimmy Garoppolo depuis le début de son arrivée avec les 49ers. Il n'est pas capable de terminer, d'amener l'équipe à un autre niveau. C'est pas un mauvais quart, mais tu as l'impression qu'il atteint rapidement son plafond puis qu'il n'est pas capable de pousser un peu plus loin. Et c'est pour ça que les 49ers ont perdu ce match-là. Puis ça n'a pas été, quand tu regardes rapidement là, les statistiques de Garoppolo, c'est pas mauvais. Mais sauf que tu as beau avoir 300, au-delà de 300 verges, quand tu as un touché, 2 interceptions, dans la NFL en général, ça passe pas. Puis l'autre côté, Ryan Tannehill, lui, continue à me faire suer depuis des décennies, là, j'exagère à peine, là, mais depuis son époque avec les Dolphins, à chaque fois, tu le sais, j'en fais des blagues, mais tu as 200 verges, mais aucune interception, un touché, tu fais le travail, tu donnes le ballon aux Aucune joueurs interception, qui c'est sont ça. C'est ça chauds. qui est clé. Tu sais, c'est ça qu'on demande à un carrière. Puis regarde ce que ça donne. Les 49ers ont encore perdu. Puis pour moi, leur présence en série là, est plus que menacée. Là. Pour moi, ce match-là, on ne pouvait pas l'échapper. On l'a fait. Merci, bonsoir. Là. Ben ouais, ben écoute, c'est une des grandes différences dans ce match-là. Tannehill qui protège le ballon, Jimmy Garoppolo victime de 2 interceptions. Tu as parlé de ses statistiques finales, mais les statistiques sont tellement trompeuses. Écoute, il a fait une passe en direction de Carl Juszczyk qui était libéré le long des lignes de côté en première demi. Ouais, C'était une passe facile à compléter, ça aurait été un touché. La passe manquait de précision. Oui, Juszczyk a perdu le ballon dans les lumières, mais la passe, elle était imprécise. Il y a certaines de ces passes, les receveurs étaient libres. Puis c'était imprécis. Donc oui, au-dessus de 300 verges, mais tout ça, c'est trompeux. Quand tu regardes le match, exact. tu te rends compte que les Niners auraient vraiment dû gagner. Puis c'est dommage parce que là, ils jouaient bien. Ils connaissaient une bonne séquence. Mais moi, je suis vraiment impressionné par les Titans du Tennessee. Puis les Titans Ben sont oui. à surveiller, surtout si Derrick Henry revient. Lors du premier tour des éliminatoires, c'est possible. Il a commencé sa remise en forme depuis quelques semaines. Ils vont être vraiment à surveiller si Henry peut revenir en forme à 100% lors des éliminatoires, vont pouvoir causer des dommages, surtout la façon dont A.J. Brown joue. Mais bon, Julio Jones, on ne le voit pas. On ne le voit jamais. Non, il Aucun est absent. touché. Là. Le dernier touché de Julio Jones, hein, j'ai regardé, si je me souviens bien de mémoire, ça remonte au 8 novembre de l'année dernière. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas inscrit un touché, imagine-toi.
Il y a moins de 400 verges par réception cette année. On avait fait un gros plat avec cette transaction-là Ouais. lorsqu'elle avait été effectuée cet été. Finalement, ça donne absolument rien ou à peu près. Mais ça va vite dans la NFL, hein? Julio Jones, tu sais, quand la transaction est arrivée, je me suis dit: «Ah, peut-être qu'il va redevenir» c'est peut-être pas le joueur qui a déjà été, mais une menace. On va rajouter aux Titans une autre menace en plus de Derrick Henry à l'arrière. Et là, quand tu as 2 menaces comme ça, avec un corps qui fait le travail, qui prend les bonnes décisions, ben tu peux aller très loin. Mais Julio Jones est devenu un facteur absent. Je me demande même si est-ce qu'on va le garder pour l'année prochaine? Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on Ah, écoute, c'est on un va très fantôme. probablement le Ah, libérer, là. Et fait que ouais. c'est triste, mais c'est la vie dans la NFL, puis c'est pour ça que c'est magique. Tu as des joueurs qui ont des carrières incroyables, ça commence très vite, puis ça descend très vite, puis tu en as d'autres que c'est l'inverse. Ça commence très lentement, mais ils se bâtissent une carrière extraordinaire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis en série, tu viens d'en parler. Euh, S'il y a un joueur qui peut revenir, pour moi, c'est Derrick Henry, peut-être un des joueurs les plus durs, les plus toughs dans la NFL. S'il peut revenir de sa blessure en séries éliminatoires, attention, les Titans, ça pourrait faire des dommages en séries éliminatoires. Ouais, écoute, il y a un autre carrière qui a passé un mauvais week-end, c'est Baker Mayfield. Les Browns et Mayfield ont perdu 24-22 contre les Packers au Lambeau Field. Mayfield a été victime de 4 interceptions. Et ces 3 premières interceptions, les Packers ont immédiatement transformé ces revirements-là en touchés. Donc, ces 3 premiers revirements ont mené à 21 points. 21 points. Les Browns ont amassé plus de 200 verges au sol. Nick Chubb était Ouais, solide comme il est à l'habitude. On n'a pas le choix de pointer du doigt Baker Mayfield. Mayfield aurait jamais dû être le tout premier joueur sélectionné là, de son année de repêchage. Souviens-toi, ça avait été une surprise. Il a un talent limité, ça paraît. Non seulement son talent est ouais. limité, mais lorsqu'il a été victime d'interception, sa mécanique était mauvaise, ses pieds étaient tout croche en dessous de lui, alors qu'il avait une belle pochette protectrice. Malgré tout, les Browns, ils gardent de minces espoirs de participer aux éliminatoires. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Et de l'autre côté, la défense des Packers, elle m'a vraiment pas impressionné là, durant ce match-là. Les Packers ont gagné, j'ai envie de dire, grâce à Baker Mayfield. Tu sais, dans le sens où, Ouais, puis tu ouais, sais, carrément, ouais. je te parlais de manière un peu plus tôt. Baker Mayfield, puis dans un des matchs dont on va parler, c'est celui entre les Cards et les Colts. Baker Mayfield et Carson Wentz ont à peu près les mêmes statistiques quand tu regardes là, juste sur papier, mais ils n'ont pas connu le même match du tout, du tout, du tout. Puis Baker Mayfield, quand on parlait de manière un petit peu plus tôt, c'est ça qui est difficile avec lui quand tu le regardes jouer. Puis je me rappelle que Mathieu avait dit en début de saison, lorsqu'on a fait le podcast, que les Browns n'iront jamais loin à cause de Baker Mayfield parce qu'il n'est pas capable de gérer le match. Il n'est pas capable d'amener cette équipe, de l'élever à un niveau supérieur. Puis on critiquait beaucoup Odell Beckham Jr. de quitter, d'abandonner les Browns. Moi, je fondais beaucoup d'espoir sur les Browns. En fait, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on fonde de l'espoir sur les Browns parce qu'on les voit grandir tranquillement. Ils ont réussi à se monter la base du football, de la solidifier, c'est-à-dire une bonne équipe par la course, avoir de bons receveurs, avoir une très bonne défensive avec des athlètes incroyables. Mais on dirait que malgré, excuse-moi, malgré tous les ingrédients, on n'est pas capable de mettre tout ça ensemble et de faire monter la sauce. Puis le problème, c'est que ben, tu as un petit côté surette en Baker Mayfield. Il y a eu une petite erreur dans la recette. On a mis un petit peu trop d'acide, un petit peu trop de tomates qui n'étaient pas mûres, puis ben, ça gâche la sauce. Ben, Baker Mayfield, c'est un peu ça. C'est que il est capable de faire la base, il est capable de donner le ballon, il est capable de faire des petites passes courtes, mais est-ce qu'il est capable de voir un petit peu plus loin? Est-ce qu'il est capable de sortir son équipe du trouble? Est-ce qu'il est capable de dire à son équipe, hey les gars, on est dans le coin, on est dans les cordes, mais on va s'en sortir avec un gros jeu sur un Il est troisième essai, incapable. par Il est pas exemple? capable de faire. Il a un talent C'est ça. limité. Il n'est pas très grand. Souvent, il n'est pas capable de voir par-dessus ses receveurs de passe. Il a une petite taille. Écoute, Odell Beckham est rendu à 4 touchés depuis qu'il porte les couleurs des Rams. Baker Ouais. Mayfield, lui, depuis qu'on a échangé Odell Beckham, il a complété seulement 3 passes à des receveurs de passe. Je parle des joueurs qui jouent à la position de receveur de passe. Puis, écoute, il a un talent limité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a besoin du play action. Lorsqu'il complète des bonnes passes, c'est à la suite d'une fin de jeu au sol. Ouais. Lorsqu'il arrive un moment dans le match où est-ce que tout le monde dans le stade sait qu'il faut passer le ballon, plus souvent qu'autrement, il n'est pas capable de le Ah, faire. il peut Et pas. plus souvent qu'autrement, c'est ça, il est victime d'un revirement, victime d'une interception.
les Browns vont affronter les Steelers lundi soir prochain. Moi, si je Mm. suis Kevin Stefanski, là, je ne quitte pas le stade sans avoir sélectionné au moins 40 jeux de course. OK? Sans exception, là, j'en Ouais. mets pas. Moi, j'utiliserais le jeu au sol, Nick Chubb à profusion. Si Kareem Hunt est de retour au jeu, je lui donne des courses. Sinon, je donne des courses également à Dearness Johnson. Ouais, mais en même temps, ça va être super prévisible, tu sais, contre les Steelers la semaine prochaine. On va courir, courir, As-tu vu courir. jouer la défense des Puis Steelers récemment? As-tu vu la défense des Steelers contre la course? il y a, il y a Je te ça, dis, ça mais en peut être même temps, suffisant juste ça pour gagner. ouais, ben ils vont gagner quoi? Ils vont gagner 9-6, tu sais. Ça va être C'est ça, pas tu sais. grave. Victoire sur Justement, non, victoire. non, il Check, faut que les tu gagnes. Saints ont Non, non, battu mais t'as les raison. Bucks 9-0 l'autre jour, la semaine passée. Oui, effectivement. Mais tu sais, je trouve ça triste. Puis de l'autre côté, tu vois, on parle juste des Browns. On parle pas d'Aaron Rodgers puis des Packers. Il faut donner quelque chose aux Packers, par exemple. Oui, ils ont gagné grâce à Baker Mayfield, mais ils sont capables de gagner les matchs serrés. Ça, c'est le signe d'une équipe, pour moi, qui peut aller loin en séries éliminatoires. 12-3, c'est une excellente fiche. C'est peut-être un peu faussé, tu sais, parce qu'ils ont gagné des matchs que, tu sais, entre autres contre les Ravens la semaine dernière, qu'ils auraient pu très facilement perdre. Mais, écoute, ils sont là. Ils sont là. Ils gagnent les matchs serrés. Tu sais, contre les Ravens, ils ont gagné par un point. Ils ont gagné il y a une couple de semaines contre les Rams et également par un touché environ. Je pense, si je ne me trompe pas, là, c'était une possession. Tu sais, on a des Ouais. victoires qui sont intéressantes, puis on arrive à sortir de là. Puis on a beau pas aimer Aaron Rodgers à cause de tout ce qu'il pense sur les vaccins puis la construction des pyramides par les extraterrestres. Ça demeure, à mon sens, cette année, probablement le meilleur quart. Tu sais, je regarde, OK, peut-être pas le Ben meilleur, là, écoute, parce que tu vas me parler de Justin Herbert, là, mais tu sais, c'est un des, non, mettons, non, non, trois quand meilleurs même. Là, quarts j'aime Herbert, faciles. mais quand même. Écoute, c'est le Mais joueur par c'est le excellence de meilleur, la là. Ligue là, jusqu'à présent. Ouais, c'est C'est le joueur par ça, c'est excellence. ça. 4 interceptions. Il a été victime de 4 interceptions seulement, Meeker. Et 2 de ces interceptions-là avaient été lors du premier match de la saison. Je ne sais pas si tu te souviens que Ouais. lorsqu'il avait perdu Oui, contre oui, les Saints, c'était ça avait mal atroce. été. C'était Ouais. désastreux. Mais depuis, il a été victime seulement de 2 interceptions, là. Ça, c'est vraiment tout à fait incroyable. Écoute, Ouais. on va parler d'une équipe qui pique du nez, là. Il s'agit des Cardinals d'Arizona. Ils ont perdu 22-16 au cours du week-end contre les Colts d'Indianapolis. C'est une troisième défaite de ceux pour les Cards, une quatrième à leurs 5 derniers matchs. Les Cardinals, Ricker, ils m'ont l'air d'une équipe là, qui a piqué, comme on dit en bon québécois, trop tôt. Ils ont piqué au mois d'octobre. Ah Puis oui. là, ça fonctionne vraiment pas bien. Souviens-toi, ils nous avaient fait le coup aussi la saison dernière, avant de terminer Ouais. en perdant 3 de leurs 9 derniers matchs. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir redresser la barque là, du côté de Cliff Kingsbury? Il commence à se faire vraiment Non. tard. Non, je pense pas. Puis, tu sais, tu parles d'une équipe qui est arrivée au sommet beaucoup trop rapidement. Pour moi, c'est pas une équipe qui a. Tu sais, mettons, le problème, c'est pas une équipe qui arrive au sommet trop rapidement. C'est une équipe qui est pas capable de rester au sommet. Ça, c'est le plus difficile dans le monde du sport, c'est arriver au sommet, y rester pendant longtemps. Les Cards, pour moi, c'est une équipe qui est arrivée au sommet au moment où ils devaient, parce que, tu sais, on regardait, c'était quoi? C'était 8-0 leur fiche qu'ils ont commencé Je la ne sais pas, saison. ils ont été la dernière Mais en équipe tout cas, invaincue de la Ligue. oui, c'est Ouais. ça, exact. Donc, tu te dis, OK, ça va bien, ils avaient tout ce qu'il faut pour justement se rendre là. Après ça, c'est comment est-ce que tu te maintiens? Parce que si tu es capable de perdre un match sur trois, ben tu te dis, écoute, après avoir gagné entre guillemets, la première moitié de la saison, si tu es capable de te maintenir à une fiche de 2 victoires, une défaite à peu près pour le reste de la saison, tu finis avec une très belle fiche. Puis tu peux arriver en séries éliminatoires en disant, OK, maintenant les choses sérieuses commencent. On va être capable de se rendre loin en série. Puis non, on n'a pas une équipe qui est solide, solide partout, mais on peut bâtir là-dessus pour aller plus loin. Mais quand tu regardes les dernières défaites, les Colts étaient décimés en fin de semaine. Tu sais, je te parlais Ah de oui, Carson Wentz. avant la Ouais, rencontre, il leur vas-y. manquait 3 joueurs de ligne à attaque, puis ils ont perdu Rick Ouais, Fisher durant le match. Donc, ils jouaient avec 4 joueurs de ligne à attaque réservistes, hein. exact. Puis ils ont quand même trouvé le moyen de battre les Cards. Chez eux, moi, c'est ça le problème. Puis la fiche à la maison aussi des Cards est négative, là, ça va pas bien. Puis tu parlais du fait que dans les dernières années, on est retombé dans ces habitudes-là. Je me rappelle pas trop, où est-ce que je regardais la game, mais la fiche des Cards à partir du mois d'octobre, novembre,
c'est pas très reluisant, là. On pique du nez très, très rapidement et là, Mhm. on recommence encore cette année dans ces mauvaises habitudes-là. Quand tu regardes les derniers matchs, les défaites qu'on a eues, puis les matchs aussi qui n'auraient pas dû être serrés, mais qui l'ont été, tu sais, défaite contre les Rams, je peux comprendre, tu sais, ça a été probablement un des plus gros matchs de la saison en termes de ce que ça voulait dire pour le reste de la saison. Mais tu sais, une défaite contre les Lions, les pauvres Lions, moi, à partir de ce moment-là, je suis comme, OK, honnêtement, je démissionne. Quand tu as une équipe comme les Cards, puis tu perds contre les Lions, Tu débarques du c'est que tu n'es pas bandwagon. prêt. Mais ben oui, ben, tu n'es pas prêt. Puis le bandwagon, j'étais monté dedans, mais juste à une jambe. Tu sais, je m'accrochais encore sur le bord du T'avais train un parce pied qui que traînait dehors. ouais, c'est ça, parce qu'ils sont spectaculaires, mais quand tu as une équipe trop spectaculaire, tu le sais comme moi, dans la NFL, c'est que ça finit par te rattraper. Puis tu peux pas garder ce côté spectaculaire tout le temps, puis être tout le temps sur l'adrénaline. Il faut qu'à un moment donné, tu t'assoies Mais sur des on est, bonnes bases solides, puis tu construises là-dessus. bon, mais, mais je trouvais que justement qu'il y avait des bonnes bases. Écoute, on avait une attaque qui était complète. On pouvait faire des dommages avec le jeu aérien, au sol. Bon, bien sûr, avec Kyler Murray, bien qu'il court moins cette année, mais le duo de Chase Edmonds et de James Conner, les deux joueurs se complémentent bien. Puis j'aimais l'élément de robustesse qu'on avait avec le jeu au sol et la défense. Mais là, la défense joue beaucoup moins mieux. Écoute, Kyler Murray, 5,7 verges en moyenne par passe tentée contre les Colts. Là, on est privé des services de DeAndre Hopkins également. On a besoin de Ouais. Hopkins. Alors, son absence se fait vraiment sentir. Mais écoute, il faut donner crédit aux Colts. Comme on disait, les blessés au niveau de la ligne d'attaque, mais pas juste ça, il nous manquait nos meilleurs joueurs en défense. Darius Leonard, on a appris ça, je crois, 2 heures avant la rencontre que Leonard avait testé positif à la COVID et qu'il allait rater le match. Malgré tout, on s'est présenté là. On a dominé les Cardinals de l'Arizona. Alors, il faut en donner crédit aux Colts. Les Colts sont vraiment une équipe, je trouve, qui est intéressante. Point On- d'interrogation. Bon, ça demeure un Carson Wentz, ça c'est certain, mais on a une bonne défense. Jonathan Taylor est incroyable. Il a gagné encore une fois plus de 100 verges. Mais vraiment, en tout cas, les Cardinals inquiètent. Les Cardinals sont une équipe qui pique du nez à la fin de la saison, alors que les Colts, eux, c'est l'inverse. Ils jouent très bien. ben, ben, tu regardes leur dernière défaite contre qui ils ont perdu. Tu sais, là, c'est quoi? C'est 3 défaites de suite. Tu sais, les Rams, on disait Ouais. c'est correct. Ils ont perdu contre les Lions, ils ont perdu contre les Colts, ils ont perdu contre les Panthers. Tu n'as pas le droit, quand tu es une équipe qui aspire aux grands honneurs ou aspire à aller loin en série, tu n'as pas le droit de perdre contre ces équipes-là. Tu peux en échapper une, pas 3. Ouais, non, définitivement. Mais la défaite contre les Lions, moi, c'est là que j'étais sur le bandwagon, mais là, j'ai sauté. J'ai sauté. Ma petite bandwagon était toujours en mouvement. Je me suis mis en petite boule. Mais j'étais comme, non, non, regarde, si tu perds contre les Lions, c'est pas l'équipe qui, pour moi, peut aspirer au Super Bowl. Les Ravens de Baltimore, ils ont perdu 41-21 dimanche contre les Bengals de Cincinnati. On en a parlé tout à l'heure, là. Les Ravens là, qui sont complètement décimés par les blessures ainsi que la COVID. C'était Josh Johnson qui était leur carrière partant, puis ils l'ont mis sous contrat il y a 3 semaines. Bref, Joe Burrow s'est amusé aux dépens de la tertiaire amochée des Ravens. 525 verges par la passe, ça c'est le quatrième plus haut total dans l'histoire de la NFL en un match. Mais il ne faut pas oublier plus tôt cette saison, lorsque la défense des Ravens était pas aussi amochée, il avait amassé plus de 400 verges. Les Bengals semblent être la meilleure équipe du côté de la section nord de l'AFC, surtout quand tu regardes, bon, là, ils viennent de battre les Ravens, comme j'ai expliqué, les Ravens, ça va pas bien. Les Steelers et les Browns de Cleveland, ça va pas bien non plus. Il semble là, que c'est à eux là, que le premier rang de la section revient, mais c'est pas encore, ils sont pas encore assurés. Toutes les équipes ont encore des chances, en fait, de terminer au premier rang de cette section, ce qui est tout à fait hallucinant à ce temps-ci, oui, de la saison. Ouais, ben, c'est ce que j'allais dire, Didier. C'est à eux ou c'est à l'équipe qui, dans le fond, va être la moins pire? Tu sais? Parce que c'est pas très, très réjouissant dans les FC Nord en ce moment. Puis tu as l'impression que c'est qui va ramasser le ballon échappé en dernier. Tu sais? Ça va être ça à la fin de la saison. On dirait qu'il n'y a aucune équipe qui veut vraiment se démarquer. Il n'y a aucune équipe qui est capable de prendre le lead tout de suite. Tu sais, de dire, OK, c'est à nous autres cette division-là, puis on va aller chercher le premier rang. Puis that's it, il n'y aura pas de discussion. Tu sais, les Ravens, tu l'as dit, sont décimés. Les Steelers, moi, depuis le début de la saison, je ne les vois pas là parce que ben, on n'a plus l'équipe qu'on avait. Ben Roethlisberger plus l'athlète qu'il était.
est-ce que les Browns auraient pu, tu sais, ça, c'est le genre de division où ça va finir avec une équipe qui va l'emporter avec 9 et 8, tu sais, comme fiche, là, ou à peu près 10 et 7. Tu sais, ça va vraiment être serré, mais Joe Burrow, honnêtement, il m'impressionne. On en avait parlé aussi un petit peu plus tôt dans la saison de Joe Burrow. Puis moi, je suis pas convaincu. C'est pas exactement mon genre de corps arrière. Il fait rien qui sort de l'ordinaire, mais là, il a été sérieux en fin de semaine Ben, là, c'est quoi ton avec genre ses de plus de carrière? 500 Un verges. carrière qui passe 525 verges, c'est pas ton genre de carrière? C'est quoi ça te prend? C'est Non, quoi dis-moi mais ça, c'est quoi ton OK, genre de carrière? OK. Est-ce que Joe Burrow, là, le match est sur la ligne, là? Tu as besoin de ton 2-minute drill là, à la fin d'un match. Est-ce que tu donnes le ballon Oui. à un gars comme Joe Burrow? Oui, Et où tu le absolument. donnes. Mais tu vois, moi, on Euh, dirait que je le vois pas. On dirait que je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Il Écoute, m'excite il est pas. Je le trouve précis, pas. il a du sang-froid. Ouais. Il l'avait démontré durant sa carrière à LSU. Il l'a démontré dès son arrivée avec les Bengals de Cincinnati. Écoute, il a beaucoup aimé là, du côté de Joe Burrow. Il ne faut pas Ouais, se ouais, je laisser sais. justement. Tu parlais des Cardinals qui étaient spectaculaires en début de Ouais. saison. Kyler Murray était le joueur le plus électrisant de la NFL. Mais c'est pas une question d'être électrisant, d'être spectaculaire. C'est une question d'être efficace, d'être tough. Puis Mm, ça, ce sont des qualités que Joe Burrow possède. Il est très précis avec ses passes, avec l'emplacement du ballon, l'énergie qu'il dégage. Ça fait en sorte que ses coéquipiers ont confiance en lui, tu sais, ouais. qu'il se compte jamais pour battu. Tout ça, là, ce sont des choses qu'il faut considérer. Puis Joe Burrow possède toutes ces qualités. Moi, je suis un gros fan de Joe Burrow. Moi, je Mais l'aime. c'est Moi, pour je n'aurais ça. pas de misère Oui, à mais l'avoir comme mon carrière de concession. ben, tu vois, Didier, c'est pour ça que toi, tu fais la NFL, puis moi, je suis un généraliste. Parce que ça, tu sais, on dirait que je le sais, tout ça, je le vois, je t'écoute, puis je suis comme, ouais, 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 mais il m'excite pas. Puis en même temps, tu sais, tu regardes son nombre de verges, puis tu fais comme, mais voyons, Joe Burrow, 522 verges, tu sais, mais en même temps, c'est ça. Comme tu le dis, il faut que tu vois au-delà du spectaculaire. C'est ça que je vois pas de Joe Burrow. Je vois pas cette équipe-là aller au Super Bowl ou en finale de conférence. Par contre, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il fait le travail? Oui. Puis, il faut, entre guillemets, les donner pour les Bengals parce qu'ils les amènent au niveau, tu sais, dont on parlait. Tu sais, tu changes Joe Burrow puis Baker Mayfield, puis tout à coup, tu as deux équipes qui ont des parcours, Ah, des trajectoires complètement différents. ben Fait que oui, bravo, oui. oui, c'est juste qu'il ne me La jette pas à position de terre. carrière est la plus importante. Ouais, la position de carrière est la plus importante. Les Bengals ont une carrière de concession, alors que les Browns en ont pas un. Exact. Mais ces deux joueurs ont été Et son les plafond, premiers repêchés lors de leur repêchage. exact, et son plafond est beaucoup plus élevé que celui de Baker Mayfield. Donc, bravo, mais je suis juste comme, mon Dieu, on dirait que je le vois pas. Contrairement au prochain quart dont on va parler, où on va parler plus tard, là, mais contrairement à Josh Allen, des hauts et des bas, mais il m'excite, Josh Allen, je te dirais pourquoi Ouais, tantôt. non, mais c'est ça, c'est pas le même genre d'athlète. Écoute, Allen, il est quoi? Il est 6'5", 2'35". Ouais, Écoute, il court comme un centre arrière. Il a mis sa cape de Superman contre les c'est Patriots de la ça! Nouvelle-Angleterre. Mais écoute, on va en parler de ce match-là, là, vu que t'as amené le nom Ah, de Josh voilà. Allen. Mais juste conclure sur les Bengals, leur ligne à attaque m'inquiète. On essaie d'avoir plus d'équilibre, justement, afin de donner un coup de main à la protection en courant Mm. avec le ballon. Mais c'est ce qui m'inquiète. Mais les Bengals sont une équipe talentueuse. Faut pas oublier, d'une certaine façon, sont un peu en avance sur leur où devraient être, je crois, dans leur C'est vrai. cheminement. Écoute, il y a 2 ans à peine, ils ont repêché Joe Burrow avec le tout premier choix du repêchage. On a ajouté des joueurs de talent. Cette année, ils sont partis pour les éliminatoires, c'est une victoire. Qu'est-ce qui va arriver en éliminatoire? Ouais. Pour moi, ça va juste être un boni pour les Bengals Ils, de vont, ils vont Cincinnati. ils vont causer une surprise, moi, je pense, au premier tour. Ouais, ah oui, OK, ah ben, on va s'en reparler, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais écoute, là, tu as ouvert la porte là, en parlant de Josh Allen. Les Bills qui ont vengé leur échec du début du mois de décembre lorsqu'ils s'étaient fait humilier par la façon qu'ils avaient perdu. Ça peut pas été. La marque finale avait quand même été serrée, mais le fait que les Patriots avaient couru avec le ballon, on avait parlé pendant toute la semaine du fait que Mac Jones avait tenté seulement 3 passes. Mais là, on est allé à Foxborough, au Gillette Stadium, et on a dominé les Patriots. On a gagné 33-21, mais la marque finale ne représente pas l'allure de la rencontre. C'était clair que les Bills étaient la meilleure équipe. Toute une performance de Josh Allen. Écoute, il a touché au ballon 59 fois. Là. Si tu combines ses passes tentées avec ses courses, ça, c'est tout à fait Ouais. incroyable. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de viable. Je ne peux pas penser
gagner 3-4 matchs éliminatoires de cette façon-là, parce qu'il va tout simplement pas tenir le coup. Mais Ouais. mon Dieu, qu'il a été incroyable dimanche contre les Patriots. C'est quoi? C'est 3 matchs de suite, je pense qu'il y a plus de 30 tentatives de passe pour Josh Allen. Et en plus, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la course. Tu sais, tu parlais de ses qualités athlétiques. Joe Burrow puis Louis, physiquement, sont pas très, très différents. Je pense que Joe Burrow, c'est genre 6 pieds 4, quelque chose comme ça. Josh Allen, c'est 6 pieds 5. Allen est plus Mais costaud, sauf, oui. c'est ça. Puis tout est justement athlétiquement, mentalement, être capable de se remettre comme ça de la défaite qu'il y a eu contre les Patriots il y a 2 semaines, pour moi, ça, Ouais. c'est le signe d'un gars qui est prêt. On parlait des Cards un peu plus tôt qui ont piqué un petit peu trop vite. On aurait pu dire la même chose des Bills aussi. On les a choisis, toi et moi, pour se rendre au Super Bowl cette année. Puis je t'avoue que rendu à mi-parcours, je me suis dit, ouais, peut-être Ouais, pas. Puis en on parlait voyant du les Panthers, bandwagon. J'avais annoncé ouais. en ondes que j'avais sauté du bandwagon des Bills il y a environ un mois. Ben, pas moi. Puis écoute, ils ont Ben, pas perdu, je moi. pense, 2 matchs de suite après, fait que je me sentais bien, mais là, j'ai un peu de regret. Ben, tu vois, ça, signe de caractère, puis amener ton équipe parce qu'il n'y a pas d'attaque au sol chez les Bills. C'est fou quand tu Ben, regardes c'est cette lui l'attaque équipe-là, au puis de sol. dire incroyable, tu sais, c'est incroyable. C'est pas, tu sais, c'est pas Lamar Jackson. Tu t'attends pas à ce qu'il brise des records par la course, mais il est capable de courir, puis surtout, au-delà de courir puis de se sortir, par exemple, d'une situation où il est pourchassé, puis de se sortir de la pochette, c'est il y a des jeux de course qui sont écrits pour lui. Il les exécute au bon moment, puis de la bonne façon, puis ça donne, tu sais, le gars va chercher des fois des courses de 8, 12, 15 verges alors que tu ne t'attends pas à ça de sa part. Pour moi, Josh Allen, oui, on parlait un petit peu plus tôt j'allais dire Brett Favre, pas Brett Favre, mais plutôt, ah mon Dieu, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, voilà. Mais pour moi, Josh Allen, si tu regardes le joueur le plus utile à son équipe, là, pas MVP de la Ligue, mais le plus utile à son équipe, Josh Allen est là en haut de la liste, là, parce que sans lui, les Bills ne sont plus du tout dans le portrait. Là. Ouais, tu as parlé des jeux de course planifiés qu'on a fait avec lui, qu'on a sélectionnés. Ça, c'est une des grandes différences du premier duel entre les deux équipes. Parce que les Bills auraient pu gagner ce match-là. Là. On les a ridiculisés parce que, Ouais. bon, les Patriots ont juste couru avec le ballon durant ce match-là. Mais on n'avait pas sélectionné de jeu au sol avec Allen durant le match. Puis ça, moi, je comprenais pas pourquoi. Surtout qu'on a de la difficulté à courir avec le ballon de façon conventionnelle avec nos demi à l'attaque. Mais là, on s'est ajusté du côté du coordinateur à l'attaque des Bills de Buffalo. Puis ça a vraiment eu un impact sur la rencontre. À l'opposé, Mac Jones, deuxième match difficile pour lui. Puis moi, j'étais sûr, lorsque les Patriots ont eu leur séquence victorieuse, je trouvais que dans les médias, sur les réseaux sociaux, les gens s'emportaient avec Mac Jones. J'ai rien contre Mac Jones. Ouais. Je pense qu'il est voué à un bel avenir. Ce carrière recrue. Les gens les commençaient, ah ben tu sais, il ressemble à Tom Brady, comparaison avec la saison, la première année de Brady comme carrière partant. Moi, je suis comme, wow, un instant, là. Il fait qu'est-ce qu'on lui demande, mais c'est rien d'étincelant. C'est pas comme s'il transporte l'équipe. C'est le jeu au sol qui fonctionne très bien du côté de l'attaque des Patriots. Puis là, on l'a vu lors des 2 dernières semaines, s'il faut jouer du football de rattrapage, ben, Mac Jones n'est pas en mesure de le faire parce que Damon Harris Non. a bien fait. Il a gagné plus de 100 verges au sol. Il a maintenu une moyenne de 5,7 verges par course. C'est par la passe qu'on a eu des ennuis. Nelson Aguilar n'était pas là. Aguilar, c'est pas Jerry Rice, c'est pas Randy Moss, OK? On va pas le Mm. confondre avec un des grands receveurs de l'histoire de la NFL. Mais c'est le receveur le plus explosif, il est le receveur le plus rapide. Quand tu regardes le groupe de receveurs des Patriots, il y a encore de l'amélioration à faire à ce groupe-là durant la saison morte. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Mac Jones? Puis est-ce que tu trouvais aussi que les gens s'emportaient un peu là, avec Mac Jones durant la séquence victorieuse des Patriots? Ça, oui, j'en ai pas trop parlé parce qu'on ne sait jamais avec Bill Belichick. Tu sais, quand tu es capable de faire gagner ton équipe avec 2 passes, 2 passes complétées sur quoi? 3 tentatives. Écoute, je pensais qu'il y avait une erreur. J'avais regardé le match très, très rapidement, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de courses. Quand je me suis réveillé le lendemain puis j'ai regardé les statistiques, je pensais qu'il y avait une erreur. Et sérieusement, j'ai C'est ça. été, j'ai été voir sur d'autres sites, tu sais, pour me À dire, est-ce que rafraîchir la c'est. Mon page. Dieu. Ouais, puis là, tu fais comme, ben voyons donc. Fait que tu dis, un entraîneur qui est capable de faire gagner son équipe avec ce genre de statistiques-là,
tu peux pas parier contre lui. Mais d'un autre côté, puis je me rappelle à notre émission Les Trois Étoiles, on en avait parlé avec Olivier puis Daphné, puis j'ai dit, les Bills ont trop de talent. C'est eux qui ont le plus de talent. Puis c'était juste avant le match du lundi soir que les Pats ont gagné. Je me disais, ça se peut pas. Mhm. Oui, OK, ils se sont fait surprendre, ils se sont fait avoir, il n'y a pas de problème. Mais les Bills ont trop de talent pour se faire dépasser comme ça par les Patriots. Puis on l'a prouvé encore en fin de semaine. À partir de là, je ne m'inquiète pas trop pour les Bills. Est-ce qu'ils vont se rendre au Super Bowl? Peut-être pas. Mais s'ils perdent en séries éliminatoires, ce ne sera pas par manque de volonté, par manque de vouloir ou par manque de stratégie. On va réussir chez les Bills à, à gagner, tu sais, puis à faire au moins ce que Sean McDermott a dans sa tête. Puis ça, pour moi, si tu l'exécutes, puis finalement tu perds, bien, au moins tu l'as exécuté, puis ben, l'autre équipe aura été meilleure. Je pense que les Bills, s'ils se font éliminer, c'est ce qui va arriver, mais je pense pas qu'ils vont craquer. Ça, en tout cas, moi, je leur fais assez confiance pour ça, mais les Pats, de l'autre côté, belle progression aussi. Tu disais que Cincinnati était en avance. Bien, les Pats aussi sont en avance. C'est juste qu'on attend tellement de Bill Belichick qu'on se dit, ah, ben ils sont où est-ce qu'ils devraient être. Non, pas vraiment. C'était une équipe qui était complètement décimée l'an dernier, qui a été tout Ouais. simplement mauvaise. Puis cette année, on revient au seuil de la respectabilité. On est toujours en reconstruction du côté des Patriots. C'est Ouais, ça qu'il faut pas oublier, parce qu'avant le début de la saison, on ne pensait pas là, qu'ils allaient rivaliser avec les Bills pour le premier rang de la exact. section. Ce qui est intéressant pour Buffalo, c'est que là, les Bills contrôlent la section. Ils détiennent le bris d'égalité sur les Patriots, sur Ouais, les c'est vrai, Dolphins, pour les deux. en cas Ouais. d'égalité. Ben oui, voilà. Alors, de là, l'importance de leur victoire. Écoute, il nous reste 2 matchs dont j'aimerais qu'on discute. On va le faire assez rapidement. Il y a les Rams qui ont vaincu les Vikings par la marque de 30-23. Puis ça, ben, jumelé à la défaite des Cardinals, les Rams sont au premier rang de la section Ouest, la NFC. Là, soudainement, ils se retrouvent en première position. Et ce que j'ai aimé de cette rencontre-là, c'est que Sean McVay s'est apporté des ajustements à la demi. Parce que pour moi, les Rams sont à leur mieux lorsqu'on a un équilibre entre la section Mhm. de jeu de passe et de course. Puis lorsqu'on a eu notre période où ça allait mal, on se mettait à passer le ballon à outrance. C'est comme si Mhm. McVay, là, il était trop heureux là, de plus miser sur Jared Goff, d'avoir Matthew Stafford au poste de quart. Puis c'est là qu'on a eu des ennuis. Puis ça a commencé de la même façon. Là. Pourtant, lors des 2 derniers matchs, on a eu un équilibre passe et course. Mais là, contre les Vikings, en première demi, si je me souviens bien, Stafford a tenté 26 passes. On passait le ballon à outrance. Résultat, il a été victime de 3 interceptions, dont 2 qui ont vraiment été des mauvaises décisions de sa part. Mais là, à la mi-temps, McVay, il s'est regardé dans le miroir. Puis en deuxième demi, on a utilisé le jeu au sol. Ça fait en sorte que Sonny Michel a terminé le match avec 131 verges au sol. Il a inscrit un touché. On a couru avec le ballon. C'est de cette façon-là qu'on a pu distancer les Vikings. Il faut avoir un équilibre. Si on maintient cet équilibre-là du côté des Ouais. Rams, on a des chances d'accéder au Super Bowl, selon moi. Parlais de Sean McVay, est-ce qu'on peut lever notre chapeau aussi à la ligne offensive des Rams? Tu sais, ça a été difficile pour eux. Il y a des cas de COVID dans cette équipe-là. On a dû changer un peu ce Ouais. qui s'est passé à la ligne offensive, changer des joueurs de position, puis on a quand même réussi à aller chercher des verges sur des jeux au sol importants. Ça, pour moi, une équipe qui s'adapte aussi, c'est un autre signe d'une équipe qui peut aller loin en séries éliminatoires, puis une équipe qui peut surprendre parce que Stafford, pas super fort son match, on s'entend, Non, non, mais vraiment a pas. quand même réussi. Tu sais, 3 interceptions, Matthew Stafford en bas de 200 verges. Mais on a quand même trouvé un moyen de gagner. Puis cette défensive-là des Rams, on l'a bâti, on l'a construit pour aller gagner le Super Bowl. On a fait des grosses transactions tout au courant de la saison. On pense qu'on est capable d'aller loin. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Si on ne va pas loin cette année en séries éliminatoires, on va être déçu. Mais d'avoir réussi à battre Minnesota chez eux dans un match aussi important en fin de saison, Malgré ben pour trois moi, c'est interceptions de Stafford. Ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très, très, Ça devient quand même une très victoire important, là. impressionnante. Ouais. Oui, Ouais. puis en Non, passant, petite parenthèse, heureusement qu'on a un stade fermé à Minnesota. ouais, Il ouais, aurait fait heureusement. froid en Hey, fin de semaine. écoute, j'étais là lors du Super Bowl Eagles-Patriots. J'avais lu au Oui, oui, Minnesota, oui, premièrement. Les Super Bowls dans des villes dans le Nord, ça devrait jamais arriver. OK? ça Le marche Super pas, Bowl, hein? tu es supposé être là pour faire la fête et tout. Je me souviens que je regardais sur mon téléphone et que je comparais la température qu'il faisait au Minnesota comparativement à Montréal. Il faisait plus froid au Minnesota.
durant toute la semaine du Super Bowl qu'à Montréal. Écoute, on a gelé pendant toute la semaine. Écoute, Oh mon Dieu. ça, c'est un signe. S'il fait plus froid dans la ville où est le Super Bowl qu'à Montréal, cette ville-là devrait jamais être hôtesse du Super Bowl. Ça, c'est une règle. Pour moi, là, ça, c'est une règle. C'était ridicule. Ouais, On a passé faut pas la faire la semaine en partie. dedans. Non, ben c'est ça. Toutes mes interventions, je les faisais en dedans. Écoute, il faisait -30. On ne peut pas être dehors. Là, c'était comme ça pour tout le monde. Ils nous avaient dans le centre d'achat. Même la NFL, tout se passait dans le centre d'achat, le Mall of America, là, qui est un des plus gros centres d'achat, Ouais, je ouais, ouais, crois, ouais, au je me monde. rappelle. Ouais, Ouais, donc là, on était constamment dans le centre d'achat. On a passé la semaine dans le centre ouais, c'est d'achat. ridicule. C'est pas vraiment une semaine du Super Bowl, ça. Mais au moins, le match avait été Non, incroyable là, entre les Eagles ouais. et les Patriots, Mmh. là, au moins. Ouais, mais pas de fête sur les Écoute, bateaux, puis non, 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 rien de ça, man, rien de ça. Écoute, les cours d'eau étaient gelés, là, c'est quelque chose. Écoute, la dernière rencontre dont je voulais qu'on discute, ouais. c'était Chargers contre les Texans. Victoire des Texans 41-29 contre les Chargers. Les Chargers n'ont pas juste perdu contre les Texans, ils ont subi une raclée. On va en parler rapidement. Oui, il y a des cas de COVID chez les Chargers, mais on ne peut pas se servir de ça comme excuse. Mickey, il y avait 16 joueurs sur la liste de la COVID du côté des Texans, une équipe qui est déjà dépourvu Je de comprends talent, pas. il faut le dire, mais on a Qu'est-ce été capable de l'emporter. Qu'est-ce que tu penses des Chargers? Hein? Il reste 2 semaines à la saison régulière. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe-là, qui est Ben, moi, j'ai pourtant envie de te très demander talentueuse? qu'est-ce qui se passe avec ton Justin Herbert? Ben Tu sais, écoute, il manquait des armes. Là. Eckler n'était pas là, Guyton n'était pas ouais, là non plus, Mike Williams aussi n'était pas là. Mais ouais. c'est pas une excuse, on a dû trouver une façon de gagner. Ben, c'est que tu peux pas, rendu à ce stade-ci de la saison, tu sais, on parlait de fiches qui sont très serrées, 8 et 7, tu sais, on est je comprends pas parce que les Texans, à chaque fois, toute l'année, je me disais: «Ah, les Texans vont revenir. Ah, les Texans vont réussir à faire quelque chose». Ils ont jamais réussi et là, on arrive à la maison contre les Chargers, on marque 41 points. Je veux dire, à un moment donné, pour moi, je blâme plus les Chargers là-dessus que les Ben Texans. Il oui. n'y a absolument aucune excuse de perdre ce match-là. Même si on est à Houston, on devrait gagner. La seule chose que je vois, c'est que les Chargers ne croient plus en leur chance. Les Chargers se disent, ben, on n'ira pas loin en séries éliminatoires de toute façon. On ne sera pas capable de passer par-dessus Mais je ce crois pas que ça slump, soit entre guillemets. nécessairement ça, ouais. Mais je crois pas Ben, c'est tu sais, qu'on n'y croit plus, mais du côté de l'entraîneur-chef Brandon Staley, à un moment donné, il faut apporter des ajustements. Il faut que tu aies ton coordinateur à la défense, puis tu lui dises hey, la défense contre la course, il faut qu'on règle ça, il faut qu'on s'améliore. On a une des pires défenses contre la course. Là, contre Houston, Meeker, contre Houston, ils ont accordé 189 verges au sol en 36 courses. Rex Burkhead, là, il avait l'air d'Emmitt Smith. Écoute, 149 verges et 2 touchés pour Rex Burkhead. Tu sais, il avait l'air oui, de Derrick mais Henry, comment là. Ça n'a pas t'expliques? de bon sens, hein? Oui, mais comment t'expliques ça? Moi c'est pas juste une question de talent, il y a aussi une question de caractère là-dedans, là. Parce que, tu sais, je regarde les statistiques rapidement, là, contre la course, contre la passe. Les Chargers sont pas parmi les pires équipes, là. On est en milieu de peloton à peu près, tu sais. Si on regarde également même chose contre la course, je pense que c'est à peu près la même chose. Fait que tu te dis, ben, c'est quoi le problème d'abord? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Tu sais? Ben non, c'est pas vrai. Contre la course, c'est une des pires équipes, tu as raison. Mais, Ouais. tu sais, je me dis, à un moment donné, quand ça Ça va fait des mal, années que ça tu es dure, les bloqué. Chargers. Mais Oui, souviens-toi, même il faut que lorsqu'ils tu sois étaient à capable San de Diego, scramble. je parle de l'implosion en fin de saison. Même lorsqu'ils étaient à San Diego avec Philip Rivers, ça arrivait souvent des bonnes premières moitiés de Ouais, saison, puis là, ça allait mal en deuxième moitié de saison. On a déménagé, on a une nouvelle carrière, un nouvel ouais. entraîneur-chef. Ça se poursuit toujours. Ben, c'est une question de culture. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras parce qu'on reprochait à Philip Rivers, quand il était à San Diego, justement, de ne pas avoir le caractère de ramener cette équipe-là à la vie. Puis là, on se retrouve encore une fois dans la même situation. Donc, pour moi, c'est une question de culture, puis c'est une question qu'on n'a pas réussi à changer cette gang-là, puis à changer d'attitude. Parce que Justin Herbert, c'est un excellent carrière qui devrait être capable, justement, de réanimer cette équipe-là. Puis, il l'a prouvé, tu sais, dans les derniers matchs puis durant la saison. Il est capable d'accumuler les verges, mais encore une fois, tout est dans la manière. Tu sais, tu as un touché, 2 interceptions, tu iras pas loin dans la NFL avec ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe.
ce soit dans l'eau qu'on boit au stade ou est-ce que c'est le staff d'entraîneur? Est-ce que c'est le préparateur mental? Je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe avec les Chargers. Est-ce que c'est le logo? Est-ce que c'est l'uniforme? Est-ce que c'est le bleu poudre sur l'uniforme? Je ne le sais pas. Qui porte Mais moi, j'ai malchance, jamais Blue réussi. porte malchance. Ouais, ouais, peut-être, mais j'ai jamais réussi à avoir confiance en cette équipe-là. Puis encore une fois, en fin de semaine, ils m'ont déçu, là. Ouais, ben écoute, Herbert en est juste à sa deuxième année, ça, faut pas l'oublier. Il est très talentueux. C'est comme si Ouais. maintenant, tu sais, on juge les jeunes carrières très rapidement. C'est juste sa deuxième saison quand même. Mais écoute, comme je le disais, ce problème-là était déjà là avant son arrivée au sein de l'organisation. Mais Brandon Staley, je parlais de Sean McVay qui s'est regardé dans le miroir. Brandon Staley va devoir le faire et trouver des solutions. On a encore espoir de participer au match d'après-saison, mais là, il commence à se faire tard. Là. Il reste juste 2 rencontres pour les talentueux mais décevants Chargers de Ouais. Los Angeles. Ben écoute, Comme quoi, ça Mickey, prend on a plus que fait du le talent. tour. Ouais, ben oui, absolument, absolument. Ça, on sait, le talent, c'est juste une chose. Ça dépend qu'est-ce qu'on Ouais. fait avec. Bon, ben parfait, Mickey. Hey, écoute, je te remercie de ton passage au podcast, surtout en cette période des fêtes. Je vais te souhaiter une bonne année 2022 à toi et à ta famille. Puis on se reparle prochainement. Va falloir qu'on se parle durant les éliminatoires. Là, ça s'en vient. On Ah, n'aura plus oui. besoin de parler des Browns. Il y a certaines équipes, là, tu sais, on n'aura pas à en parler, là, de mentionner plus de Baker Ouais. Mayfield. Les Steelers aussi qui sont très décevants. En tout cas, on va voir, là, on le souhaite. Peut-être qu'une des deux va se qualifier pour les éliminatoires. Mais en tout cas, il y a certaines équipes, on n'aura plus besoin d'en parler. Fait que la prochaine fois qu'on va te revoir au podcast, on va passer aux choses sérieuses, hein, les éliminatoires. Merci Didier, j'en profite pour te souhaiter aussi à toi puis tout le monde qui t'écoute une bonne année de joyeuses fêtes pour ce qui reste. Puis j'ai très hâte de te reparler. Puis merci beaucoup de me donner la chance de parler comme ça de la NFL. Une de mes passions, ça devrait être Ah une. oui, je sais, tu es un Les gros séries fan. éliminatoires vont être le fun. Les séries éliminatoires vont Ouais, vraiment ouais. être le fun. Ça déçoit jamais. Ça ne déçoit jamais. Là. Ouais. Puis, formule différente. Il va y avoir un match du lundi soir, hein, lors du premier tour, lors de la ronde Oh, du wildcard cette oui, année. Donc, on ça va fait avoir plus de du soirs. football dans. Exact. 3 soirs, samedi, dimanche et lundi pour le premier tour. Alors, j'ai bien hâte de vivre ça là, pour la première fois. All right, Didier, merci, puis à très bientôt. Parfait. Ah, attention à toi. Salut. Alors, on va maintenant se tourner du côté du fantasy football en compagnie, bien sûr, de Marc-André Chaloux. Marc-André, tu es allé de conseil la semaine dernière, hein, pour les gens en vue des demi-finales et ça a rapporté du moins la position de carrière avec Dak Prescott qui connaissait une mauvaise séquence, n'avait pas été productif depuis qu'il a effectué un retour au jeu à la suite d'une blessure à un mollet. Là, contre les décimés, j'allais dire l'ancien nom de l'équipe de Washington, mais l'équipe de football décimée de Washington, il s'est vraiment amusé. Alors, j'espère que les gens ont écouté tes conseils la semaine dernière lors du podcast. Là. Yes, et Odell Beckham aussi, j'avais conseillé de l'habiller, inscrit un touché Oui, également. marqué un Donc, touché. c'est le fun hein, de savoir qu'on réussit aussi. Des fois, on peut faire des prédictions, on peut donner des conseils que des fois, on se fait comme, ouais, on s'est fait avoir. Fait que c'est bon pour mon ego, disons ça comme ça. Ouais, mais comme au football, tout est à recommencer de semaine en semaine. Ça, c'était lors de la semaine 16. Là, c'est la semaine 17 qui s'en vient. Et c'est la semaine des finales au niveau du fantasy football. Alors, plus que jamais, on a besoin de tes conseils fantasy football. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des joueurs présentement là, que même au niveau du waiver wire, à ce stade de la saison, ça vaut la peine d'aller les chercher et de les insérer au sein de la formation partante pour la dernière semaine? C'est quand même important le waiver wire, le fil de joueur autonome cette semaine, parce que non seulement on veut faire des additions, parce qu'on sait que la COVID peut nous réserver des surprises. Je pense à James Conner rapidement, qui nous a offert un peu... il nous a fait une surprise de Noël, disons pas comme ça, à ses propriétaires. Donc, c'est bien important d'avoir des options de rechange sur son banc. Et c'est aussi l'occasion de maintenant couper l'herbe sous le pied de son adversaire. Ça aussi, c'est important. Donc, regardez attentivement votre fil de joueurs autonome cette semaine. C'est bien important. Je commence par Dare Ogunbowale. Porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville. J'ai pris toute la Très matinée bonne pour tenter de prononciation dire de ta son nom. part. Oh. Oui, oui. Mais t'as pas choqué Euh, sur la pression, c'est bon. C'est une chose de pratiquer devant le miroir, c'en est une autre de bien prononcer son nom durant l'enregistrement.
Mon point ici, c'est que c'est un porteur de ballon numéro un. James Robinson a quitté la rencontre blessé au tendon d'Achille, donc il va rater le reste de la saison. Carlos Hyde est sur la liste des blessés à long terme. Donc, Dare Ogunbowale, c'est vraiment le dernier rempart dans le champ arrière des Jaguars de Jacksonville. Vous allez me dire, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Mais ce qui est important ici, c'est que c'est un porteur de ballon numéro un et il aura des opportunités contre les Patriots cette semaine. Et ben, comme je vous ai dit, avec les cas de COVID qui augmentent, avoir un porteur de ballon numéro un qui a des touches garanties dans un champ arrière, c'est vraiment important. Et petite statistique étonnante quand même, les Patriots sont 24e contre le jeu au sol cette saison, sont en milieu de peloton, ou dans le dernier tiers, disons, de la NFL contre le Ouais. jeu au sol. Donc, Ogunbowale peut s'avérer, on parle ici d'options de rechange, de peut-être de flex, de pivot, mais ça peut être une option intéressante pour vous. Oui, puis parenthèse, ça m'a brisé le cœur là, lorsque j'ai vu James Robinson quitter en voiturette, il pleurait, sa saison terminée, puis de se déchirer le tendon d'Achille à ce temps-ci de l'année, ça va faire en sorte qu'il va très certainement rater le début de la prochaine saison. Tu sais, il a finalement été libéré d'Urban Meyer après une saison là-dedans en fer, ça n'a pas été facile, puis là, de voir se blesser comme ça, en tout cas, ça m'a fait mal au cœur, mais on va voir si son remplaçant sera en À mesure long sûrement terme, de, je de me demande profiter de la si sa défense des valeur à long Patriots, là. terme va en prendre un coup avec possiblement le retour de Travis Etienne l'année prochaine. Donc, je ne sais pas vraiment où est-ce que la carrière de James Robinson s'en va, mais ça, c'est pour une autre discussion. Ouais, c'est difficile de prédire tout ça, étant donné qu'il va y avoir un nouveau régime, vraisemblablement en plus Exact. à Jacksonville. Donc, les choses pourraient être complètement différentes au mois de septembre prochain. Il y a un autre demi à l'attaque, j'ai parlé de lui il y a quelques instants en compagnie de Meeker, Rex Burkhead des Texans. Est-ce que tu nous conseilles d'aller le chercher cette semaine? Encore là, S'il on est parle disponible, d'options bien de sûr. Ouais. change. Un cas de COVID inattendu ou de dernière minute. Bon, tu en as parlé tantôt. Il a vraiment connu un match exceptionnel contre les Chargers. On aurait pu le voir venir, ce match-là. 26,9 points fantasy pour Rex Burkhead. Mais le point que je vais apporter, c'est qu'il a obtenu au moins 10 portées dans 5 de ses 6 derniers matchs et plus de 15 portées dans 3 de ses 6 derniers matchs. Donc, il est vraiment le porteur de ballon numéro 1 des Texans en ce moment. Et ça, c'est en partie en raison du fait que David Johnson n'a pas joué, les blessés dernièrement. David Johnson. Les Texans affrontent les Niners cette semaine. Les Niners sont en milieu de peloton en termes de défense contre le jeu au sol, mais ils ont quand même accordé 17 touchés au sol cette saison. Ça, c'est bon pour le 27e rang dans la NFL seulement. Donc, on peut peut-être prévoir ou voir dans notre boule de cristal que Rex Burkhead pourrait trouver la zone début. Donc, pourrait peut-être vous donner une belle option. Encore là, on parle de pivot, on parle de changement de dernière minute. Là, on ne parle pas vraiment de porteur de ballon numéro 1 ou 2, mais ça peut être, bon, le titre le dit bien, découragé, je suis au désespoir, référence aux chansons des Baronnets, mais c'est un peu ça. Rex Burkhead, en désespoir de cause, ça peut être une option viable pour vous. Ben, comme tu l'as dit, hein, avec les cas de COVID qui ravagent la NFL, ça vaut la peine d'aller le chercher, de le garder sur le banc si jamais notre demi à l'attaque partant se ramasse sur la liste de la COVID plus tard cette semaine. Au moins, tu te retrouves avec un remplaçant qui est un partant, là, pas un demi à l'attaque réserviste, parce que là, pour l'instant, c'est lui le demi à l'attaque numéro 1 dans le champ arrière des Texans de Absolument. Houston. Il y a 15 recevoir portées, des c'est non Bills, négligeable quand même. ben non, ben c'est ça, exactement. Non, tu as bien raison. Le receveur Isaiah McKenzie a connu un fort match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'en a un autre là, qui, finalement, on retrouve sur le radar à la toute fin de la saison, qui pourrait peut-être avoir un impact lors des matchs de championnat. Il a profité de l'absence de Gabriel Davis et Cole Beasley qui se sont retrouvés tous les deux sur la liste de la COVID pour vraiment exploser au niveau fantasy. Il a vraiment été le receveur numéro 2 dans l'attaque des Bills et on sait que l'attaque aérienne des Bills est vraiment prolifique. Donc, Isaiah McKenzie cette semaine est un ajout vraiment prioritaire et même vous pouvez l'insérer dans votre formation contre les Falcons. Je vous le conseille. Donc, la semaine dernière, 18 points fantasy, 125 verges, un touché. C'est vraiment un ajout prioritaire, comme je le disais, puisqu'on sait que Gabriel Davis, qui n'est pas vacciné,
va rater la semaine numéro 17. Et Cole Beasley n'est pas vacciné non plus. Je ne sais pas dans son cas, j'ai pas lu ou j'ai pas trouvé d'informations à savoir s'il pourrait être en mesure de disputer la rencontre. J'en doute. Donc, Isaiah McKenzie à insérer dans votre formation et même, comme je vous dis, avec confiance là, contre les Falcons. C'est un affrontement vraiment alléchant. Oui, non, c'est un bon point que tu apportes, hein, parce que l'absence des joueurs qui sont non vaccinés, une fois qu'ils se retrouvent sur la liste de la COVID, est plus longue. Alors, ça va être quelque chose à suivre au cours de la semaine. Si ces deux receveurs ne sont pas là, il faut absolument trouver une façon d'insérer Isaiah McKenzie en formation partante. Effectivement, la défense des Falcons, elle est très généreuse. Il y a d'autres joueurs que tu nous conseilles d'aller chercher au niveau du waiver wire qui sont peut-être là, des long shots, là, si tu me permets l'expression. Mais en temps de COVID, écoute, il faut avoir le plus de talent possible au sein de notre formation, sur notre banc, parce qu'on ne sait jamais, là, écoute, cette semaine, on a appris 1 heure et demie avant la rencontre que certains joueurs se retrouvaient sur la liste de la COVID. Alors ça, c'est malheureux si tu n'as personne sur ton banc pour les remplacer à ce moment-là. J'ai un quart pour vous, 2 porteurs de ballon, 2 receveurs de passe et un ailier rapproché. Je voulais vraiment couvrir toutes les positions. Vous avez parlé de Trey Lance tout à l'heure, de la blessure de Jimmy Garoppolo. Ben, c'est Trey Lance time encore une fois. Tu as parlé, Ça n'avait pas été j'ai concluant la entendu, première fois. exact, exact. Je t'ai entendu parler du fait que tu n'es pas convaincu que Trey Lance va être un corps arrière dominant dans la NFL, mais au niveau fantasy, il va l'être parce qu'il court avec le ballon et on sait un corps mobile, c'est payant. Et les Niners affrontent les Texans cette semaine, donc je pense que Trey Lance a quand même un excellent plancher. Par contre, j'aimerais probablement dire que ceux qui sont en finale de leur Ligue Fantasy n'ont probablement pas besoin de Trey Lance. Vous avez probablement une option, un corps arrière solide, élite dans votre formation, mais peut-être aller regarder et subtiliser Trey Lance à votre adversaire. Ce serait une bonne idée parce que, bon, l'affrontement contre les Texans est vraiment favorable, mais d'un autre côté, on disait ça de Justin Herbert cette semaine, puis ça ne s'est pas vraiment déroulé comme on l'avait prévu. Je vais vous parler de Boston Scott. Miles Sanders va rater la rencontre du côté des Eagles et Jordan Howard, son cas est incertain. Donc, si Howard ne joue pas, évidemment, Boston Scott devient une priorité. Et si Howard joue, je pense que Boston Scott est le porteur de ballon le plus polyvalent chez les Eagles, donc devrait trouver un moyen, à tout le moins, de trouver la zone début ou d'obtenir davantage d'opportunités dans le champ arrière des Eagles. Et Darrell Williams, Clyde Edwards-Helaire va rater la rencontre du côté des Chiefs, donc Darrell Williams devrait avoir plus d'occasions ou davantage d'occasions de se faire valoir chez les Chiefs. Je dis devrait parce qu'il y a quand même Derek Gore qui prend beaucoup d'opportunités ou qui a vu son rôle vraiment grandir dans l'attaque des Chiefs dernièrement. Mais je pense que des deux, je préfère Darrell Williams pour l'instant. On parle ici de flex, de pivot dans le cas du porteur de ballon des Chiefs. Oui, il est plus talentueux. C'est le plus talentueux des deux. Puis on sait, bon, l'attaque des Chiefs, elle a retrouvé son air d'aller. Non, Williams, ça vaut vraiment la peine. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Kenneth Gainwell du côté de ton équipe, là? Les Eagles de Philadelphie. Au début de la saison, on l'avait vu, puis là, il avait démontré de belles choses. Puis après ça, c'est pratiquement comme s'il a disparu, malgré le fait qu'on a des blessés à la position de demi à l'attaque. C'est un peu c'est un peu comme une roulette en ce moment. Je pense que Kenneth Gainwell, ce qu'on apprécie de lui, c'est vraiment son apport dans le jeu aérien. Mais je pense que contre Washington, je sais pas, on semble utiliser Kenneth Gainwell dans des situations où le match on a une avance confortable. Je pense que les Eagles affrontent les de Washington cette semaine, mais à tout le moins pour amorcer le match, je pense qu'on verra davantage de Boston Scott et de Jordan Howard. Je pense que les Eagles peuvent se compter sur vraiment 4 porteurs de ballon de calibre NFL, mais disons ça comme ça. Mais bon, vraiment, on est vraiment axé sur l'attaque au sol, donc d'en avoir plus, c'est toujours mieux que moins dans le cas des Eagles, selon moi. Ouais, Miles Sanders qui est blessé à demain. Puis Miles Sanders, durant le match du week-end dernier, il est le joueur qui a gagné le plus de verges dans la NFL sans avoir marqué un touché cette saison. On parle de verges combinées. Ouais. Il n'a aucun touché. Comment est-ce possible, rendu à ce stade-ci de l'année? Puis là, il est blessé, donc peut-être qu'il va terminer la saison régulière. Peut-être qu'on ne le reverra plus si la fin de la saison régulière. Quand même, un demi à l'attaque qui est talentueux. Peut-être que tu as d'autres joueurs que tu nous conseilles d'avoir dans notre mire, là, si jamais il y a des joueurs qui se retrouvent sur la liste de la COVID là, à la dernière minute.
Rapidement, Josh Palmer, receveur de passe du côté des Chargers, en l'absence de Mike Williams et Jalen Guyton, on en a parlé tout à l'heure, il a obtenu quand même, il a été ciblé 6 fois, il a obtenu 5 catchs, il a inscrit un touché, 10,3 points fantasy, et on voit qu'il est, même si on dit que Jalen Guyton va revenir probablement au jeu cette semaine, mais je crois que Josh Palmer est en avant de Jalen Guyton dans la hiérarchie des receveurs de passe chez les Chargers, donc Josh Palmer peut être une option intéressante, on parle une option lointaine là, pour des poules ou même de remplacement dans le cas de cas de COVID qui explose dans votre formation. KJ Osborne, Adam Thielen a quitté la rencontre. Ça va pas super bien pour Adam Thielen. Il tente de jouer en dépit d'une blessure et on voit que ça rapporte pas Ouais. du tout des On dirait dividendes. qu'il l'a Donc, KJ aggravé, hein? Osborne, Ouais. exactement, exactement. KJ Osborne a inscrit au moins un toucher dans 3 de ses 4 derniers matchs. Et je voulais vous donner une option d'urgence au poste d'allié rapproché. Sachez que Gerald Everett a inscrit au moins 10 points fantasy en format PPR dans 4 de ses 5 derniers matchs. Donc, les Seahawks affrontent les Lions. Donc, ça peut être une option intéressante pour vous. On parle d'option d'urgence encore, de remplacement, de roue de secours dans le cas de Gerald Everett. Bon, c'est la semaine de championnat au niveau du fantasy football. Quels sont les joueurs là, pour toi qui sont des must-start, des joueurs qu'il faut insérer, qu'il faut avoir au sein de notre formation partante à tout prix, qui ont des bonnes confrontations, des confrontations avantageuses cette semaine? Je ne vous donne pas d'option au poste de quart cette semaine parce que, comme je le disais, les gens qui sont en finale doivent avoir un quart solide, un quart élite. Donc, je vais passer cette option-là. Je vais vous parler de Sonny Michel. Tu en as parlé tout à l'heure des Rams, Didier, avec la blessure de Darrell Anderson qui a mis un terme à sa saison. Le champ arrière lui appartient jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre parce qu'on dit que Cam Akers a été activé par Oui. les Rams. Je ne pense pas qu'on va le voir en saison régulière et je pense sincèrement que c'est plus un mouvement ou disons, politique ou, disons, une affaire économique. Disons, on parlait de Mais pension il a dans repris son... l'entraînement. Il participe aux entraînements. Il faut garder un œil là-dessus. En tout cas, pas pour cette semaine, mais pour les éliminatoires. Là, je parle plus en termes de vrai football que de fantasy football. Mais il faut garder un œil là-dessus parce qu'il prend part aux entraînements. Donc, il s'approche là, d'un retour au jeu Cam Akers. Mais pour Je cette pense semaine, on dirait que Sonny Michel sera tout seul dans le champ arrière. Ouais. Je pense quand même que les Rams vont prendre leurs précautions avec Cam Akers, qui est comme leur joyau à la position de porteur de ballon. Et les Rams, cette semaine, ils affrontent les Ravens. Tu en as parlé tout à l'heure, les Ravens, Didier. C'est une prédiction quand même assez audacieuse contre les Ravens, parce que les Ravens ont accordé le moins de verges au sol dans la NFL cette saison, mais c'est aussi l'équipe contre laquelle les équipes courent le moins avec les Buccaneers. Et tu as parlé d'équilibre tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié ton point puisque je pense que les Ravens vont vraiment se concentrer à fixer leur tertiaire contre et essayer de prévenir le jeu aérien assez prolifique de Matthew Stafford, de Cooper Kupp, d'Odell Beckham, Van Jefferson, des Rams. Donc, ça pourrait ouvrir davantage d'opportunités pour Sonny Michel avec le jeu au sol. Je vois vraiment Sonny Michel obtenir entre 15 et 20 portées cette semaine. Et avec 15 ou 20 portées, je crois que c'est un excellent porteur de ballon numéro 2 cette semaine. Je pense qu'il peut atteindre 12-15 points fantasy assez aisément, malgré le fait que les Rams affrontent les Ravens. Il y a le demi à l'attaque Ronald Jones qui se retrouve à être plus occupé dans le champ arrière qu'il l'a été plus tôt au cours de la saison en raison de l'absence de Leonard Fournette. Il a dominé 27 les portées. Il a dominé avec Keyshawn Vaughn. Donc, Ronald Jones est Oui. vraiment le porteur de ballon numéro 1 en situation de course. Chez les Buccaneers, il a obtenu 14,1 points fantasy la semaine dernière. Il a terminé à la position numéro 12 chez les porteurs de ballon au niveau fantasy. Et ça a été un concept durant toute la saison, un thème durant toute la saison. Les Buccaneers affrontent les Jets. Et les Jets, bon, leur réputation Pas obligé d'en dire de plus. leur Pas obligé défense d'en dire contre la plus. Coupe n'est plus à refaire. Puis même, je sais qu'il va manquer beaucoup d'armes au niveau des receveurs de passe pour Tom Brady. Je sais que Chris Godwin ne sera pas là. On a placé également Mike Evans sur la Ouais, liste de la COVID-19. Son cas est incertain, mais je pense quand même que Brady va travailler avec les devants lors de ce match. Donc, travailler avec les devants égale plus d'opportunités au sol. Donc, Ronald Jones va devenir... c'est un demi de luxe cette semaine contre les Jets.
Écoute, tu m'as convaincu lorsque tu as dit les Jets, qu'il affrontait les Jets. Alors, tu m'as convaincu directement là. Ronald Jones, ouais, il pourrait permettre à des gens possiblement de gagner leur championnat de fantasy football. Maintenant, tu as un receveur de passe que tu crois devra avoir un impact. C'est un joueur qui a joué lundi soir et qui a connu un fort match justement pour les Dolphins de Miami. Jalen Waddle, vraiment, ça sera encore une autre bonne semaine pour le receveur de passe des Dolphins. Il faut dire que le Tennessee accorde en moyenne 41 points par match aux receveurs adverses. On parle ici de points fantasy. C'est le deuxième plus haut total de points alloués aux receveurs adverses au niveau fantasy cette saison. Et Jalen Waddle vraiment Oh. est en train de s'établir comme un receveur de passe numéro 1 et même élite et surtout en format PPR. Donc, Waddle a obtenu plus de 12 points fantasy dans 3 de ses 4 derniers matchs. Il a aussi 36 réceptions en 4 matchs. Donc, Jalen Waddle, c'est vraiment la pierre. C'est vraiment, il y a une connexion qui se fait avec toi, Tunguvaloa. Donc, vraiment, Jalen Waddle, ça sera une autre bonne semaine pour lui contre les Titans lors de la semaine numéro 17. Ouais, il est tellement rapide, explosif. Ce serait bien si Tua était pas. Tu sais, Tua, il aime compléter des courtes passes, des passes dans les zones intermédiaires, mais s'il était plus agressif, Waddle serait encore plus payant parce qu'à Alabama, justement, là, il avait des allures de Tyreek Hill. Il est tellement rapide, mais malgré tout, il a été trouvé une façon d'être productif cette année. Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Jalen Waddle. Maintenant, Zone bon, le courte, moment zone est venu. intermédiaire, c'est la tasse de thé, c'est la job de Jalen Waddle. Oui, non, non, mais à Alabama, c'est parce que, étant donné que Tua décoche pas des longs passes, ça donne l'impression que c'est tout ce que Waddle est capable de faire. Mais il peut être une menace verticale également. On l'a vu à Alabama tout au long de sa carrière, mais c'est Tua. Tua, lui, il aime décocher de courtes passes. Il n'aime pas prendre des chances en attaquant les zones profondes, mais Waddle est capable de le faire. Je te dis, Waddle est vraiment tout un joueur. Maintenant, quels sont les joueurs là, que tu nous recommandes de clouer au banc là, si on a des meilleures options qui n'auront pas nécessairement des confrontations avantageuses cette semaine? Josh Jacobs en est un. On parle de confrontation Ah oui? vraiment pas vraiment avantageuse. Les Raiders affrontent les Colts cette semaine, Didier, et les Mm. Colts ont accordé le troisième plus bas total de points aux porteurs de ballon adverses cette saison. Et là, vous allez me dire, Josh Jacobs, quand même, connaît une bonne saison. Eh bien, je trouve vraiment, eh bien non, parce que sa saison est un peu décevante. Il a Non, été non, seulement non. 2 fois dans le top 10 à la position de porteur de ballon cette saison en format standard. Et là, tu vas me dire, oui, mais il gagne son pain et son beurre en PPR avec les passes qu'il capte. Eh bien, non. Il a obtenu seulement une fois dans le top, il a été une fois dans le top 10 seulement à la position de porteur de ballon en format PPR. Donc, pour te donner un peu, pour te mettre tout ça en perspective, Derrick Henry a encore plus de points que Josh Jacobs et il n'a pas joué depuis la semaine numéro 8. Donc, vraiment, cette semaine, Josh Jacobs est une option à éviter pour vous. Ouais, écoute, je suis conscient que Jacobs ne connaît pas une grande saison. En fin de semaine, il a amassé plus de 100 verges au sol. C'était son premier match de 100 verges par la course de la saison. Il était temps, là, on est rendu, on vient de dépasser Noël. Non, effectivement, t'as pas à me convaincre. Maintenant, est-ce que tu as d'autres joueurs qui, selon toi, devraient te clouer au banc cette semaine? On parle d'une saison décevante, on parle d'une saison catastrophique. C'est le cas du receveur de Washington, Terry McLaurin, qu'on a repêché. Vraiment, on pensait que ça allait être un receveur fantasy élite cette saison. Ben, il est le receveur numéro 24 en format standard cette saison au niveau fantasy. Et McLaurin n'a pas été dans le top 40 à la position de receveur à chacun de ses 5 derniers matchs, Didier. C'est vraiment... il est Wow! vraiment victime du jeu du corps arrière Tyler Haneke ou n'importe quel corps qui lance un ballon pour Washington en ce moment, je vous le concède, mais vraiment, Terry McLaurin ne connaît, on n'aura jamais vraiment sa réelle valeur fantasy cette année tant que Tyler Haneke sera au poste de corps pour Washington et les Washington affrontent les Eagles cette semaine et les Eagles sont assez bons par la passe. En fait, ils sont dans le top 3 contre la passe dans la NFL. Donc, les Eagles, vraiment, c'est pas un affrontement. C'est un affrontement vraiment pas bon pour Terry McLaurin cette semaine. Gardez-le sur votre banc. Vous avez, vous avez certainement une meilleure option puisque j'imagine que ça fait quelques semaines que vous vous dites que McLaurin, ne produit pas vraiment. Donc, McLaurin, encore une fois cette semaine, sur votre banc. Ouais, parlant de receveurs qui ne produisent pas vraiment, il y en a un qui est très talentueux du côté des Broncos de Denver, mais c'en est un autre là, qui voit le début de sa carrière être dérouté en raison
du manque de production tout simplement à la position de carrière, du manque de talent chez les carrières des Broncos. Je parle de Jerry Jeudy. Jerry Jeudy, on peut dire que son talent a été emprisonné avec un cadenas par Drew Lock la semaine dernière. Ouais. Il a obtenu 60 verges, c'était pas si pire que ça. Mais Jeudy n'a pas atteint 10 points fantasy en format standard cette saison. Didier, c'est vraiment une saison atroce pour lui. Puis comme tu le dis, c'est pas une question de talent. Personnellement, lorsqu'on l'a repêché dans cette classe de receveurs de passe-là, j'ai toujours pensé que Jerry Jeudy était le meilleur parmi Henry Ruggs, même CD Lamb. Donc, Drew Lock et même Teddy Bridgewater affectent vraiment la production fantasy de Jerry Jeudy. Jusqu'à nouvel ordre, il n'est vraiment pas une option viable pour vous. Et les Chargers sont médiocres par la course, certes, mais ils sont dans le top 5 contre la passe. Donc, Jerry Jeudy, c'est pas un affrontement alléchant du tout cette semaine. Donc, gardez-le sur votre banc, s'il vous plaît. Oui, Jerry Jeudy, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire à la position carrière durant la saison morte à Denver. Parce que si on peut dénicher par votre transaction via le marché des joueurs autonomes, un carrière là, qui est dans le milieu du peloton, là, peut-être un Matt Ryan. À ce statut de sa carrière, Matt Ryan, en tout cas, je ne sais pas pourquoi les Falcons le gardent, rien contre lui, mais on devrait juste entamer une reconstruction complète du côté des Falcons d'Atlanta et changer Matt Ryan pour un choix en repêchage. Il me semble, écoute, Matt Ryan dans l'uniforme des Broncos, avec le talent qu'on a au sein de cette attaque-là, ça pourrait être intéressant. Du moins, ça permettrait à Jerry Jeudy d'atteindre son plein potentiel en tant que receveur de passe pour moi. La Juste une situation idée comme ça. Là. La situation fantasy chez les receveurs des Broncos, je la compare à celle chez les Steelers. On a des receveurs bourrés de talent, mais le jeu du corps arrière en ce moment font que notre production fantasy est quand même assez limitée. Et honnêtement, Drew Lock, c'est vraiment pas la solution. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire. Non. Regarder Drew Lock jouer au football ou regarder en boucle l'épisode 9 de Star Wars. L'épisode 9 de Star Wars, là, écoute, c'est une des pires atrocités qui a jamais été faite, tant qu'à moi. Alors, j'ai regardé Drew Lock jouer. C'est à quel point j'ai détesté ce film. je vais choisir de regarder Drew Lock, essayer de compléter des passes et lancer 10 pieds par-dessus la tête de ses receveurs ou être victime d'interception, plutôt que de me retaper l'épisode 9 de Star Wars. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Étant donné qu'on est rendu qu'on parle de Star Wars, on a fait le tour. The Book of Boba Fett. Comment, c'est quoi? C'est le 29? Oui. C'est dans quelques jours? Ben oui, c'est ça. C'est demain, en fait. On est le 28. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas vraiment d'attente pour cette série. Je sais pas pour toi, là. Mais j'ai toujours trouvé que Boba Fett était overrated un peu. Je sais pas, mais j'ai Un bien beau hâte de voir. costume, Je mais suis un il a fan de jamais Star vraiment Wars fait comme partie, en toi, tout cas. donc ouais. Bon, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, ben Marc-André, hey, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes. Je te souhaite de passer une bonne année 2022. La santé pour tout le monde, c'est toujours primordial, mais encore plus durant le temps qu'on vit présentement. Alors, je te souhaite une bonne année à toi et à ta famille, puis on va se reparler la semaine prochaine de toute façon. Et également aux gens qui nous regardent, que ce soit via YouTube ou aux gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. Bon, on vous remercie énormément, puis on vous souhaite également à vous de passer une bonne année, on vous souhaite de bons vœux, de passer une belle période des fêtes, et on se reparle la semaine prochaine.